Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, on ne retrouve pas comme d'habitude un entraîneur, mais une chercheuse, Juliana Antero, qui travaille à l'INSEP et qui est spécialisée dans le cycle menstruel de la femme et l'adaptation de l'entraînement par rapport au cycle. Donc c'est clairement le sujet de l'épisode. On va parler de qu'est-ce que le cycle féminin, comment entraîner en fonction du cycle, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et comment, parce qu'on n'est pas forcément formé à ça, comment rediriger ou trouver des interlocuteurs pour nous aider à adapter l'entraînement pour le sport féminin. J'espère que l'épisode vous plaira. En tout cas, moi, c'était passionnant à le tourner et on se retrouve très rapidement. Salut! La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre LaboRNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'1 an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo, place à l'épisode du jour. Juliana Antero, salut! Salut Julien, Bienvenue sur Secret d'entraîneur. merci de l'invitation. Qui es-tu? Je suis Juliane Antero, je suis chercheuse à l'INSEP depuis plus d'une dizaine d'années. Actuellement, je dirige une équipe qui investigue l'influence des fluctuations hormonales associées à la fois au cycle menstruel ou à la prise d'une contraception hormonale sur le bien-être, l'entraînement et la performance des athlètes en préparation pour les Jeux olympiques. Et à côté, j'ai créé des contenus pour mon compte Instagram, Think Power Sportive. Ouais, on le mettra en lien dans la description justement. Et à la base, je suis kiné. Sacré changement. Qu'est-ce qui t'a amené à la recherche? J'ai toujours été intéressée par les milieux académiques parce que je suis curieuse de nature et donc j'ai toujours mené, quand j'étais kiné déjà, j'étais dans des labos de recherche et à la fin, j'ai voulu me consacrer plutôt sur les études scientifiques. Ok. Alors j'ai une question, d'où te vient cet accent? Je suis brésilienne. Ok, Franco-brésilienne parce que maintenant, je suis aussi française. trop bien. Par quoi tu veux commencer? Par la question que tu veux me poser. Est-ce qu'on entraîne de la même façon une femme et un homme? Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il est important déjà à mettre un peu de l'ordre dans la réponse parce que il est important de séparer sexe et genre. Ça, c'est une question vraiment très, très importante. Et donc, dans toutes mes réponses, je vais parler vraiment des sexes sur les influences biologiques et pas des genres. Et ça, c'est un disclosure important à donner. Et dans ces faits, quand on parle d'entraînement, et notamment des hauts niveaux, que c'est plutôt mon expertise, on cherche toujours l'individualisation pour optimiser l'entraînement. Et quand on parle d'individualisation, on est en train de comprendre l'individu, ses forces et ses faiblesses, pour les tirer vers les plus hauts de sa capacité, n'est-ce pas? Donc, quand on parle homme et femme, on peut oublier un peu ces côtés genre qui est associé à l'interprétation de la société des genres et essayer de voir l'individu. Et dans ce sens, il y en a des paramètres physiologiques, biologiques qui sont différents entre les femmes et les hommes. Et dans ce sens, si on prend cela en compte, on sera en mesure de mieux individualiser l'entraînement et espérer alors une meilleure optimisation pour une meilleure performance. Alors, tu parlais du haut niveau. Est-ce que Oui. ça s'applique aussi à des femmes qui s'entraînent à un niveau inférieur? Ah oui, ça c'est un point important parce qu'il y en a vers le haut niveau, on va tendre plus vers l'individualisation de l'entraînement, mais en même temps, il y a des contraintes différentes parce que dans le haut niveau, on est obligé parfois, selon les plannings de l'entraînement, de s'entraîner 7 jours sur 7, 5
5 heures par entraînement. Tandis que dans la population générale, pour des femmes qui pratiquent du sport 2, 3 fois par semaine, des femmes ou des hommes, les contraintes sont différentes. C'est en contrainte par rapport aux plannings, la disponibilité de la salle, etc. Donc, dans tous les cas, il y aura des contraintes d'adaptation. C'est juste que ces adaptations qu'on pourra faire pour un entraînement féminin vis-à-vis d'un entraînement masculin, ils sont différents. Mais c'est important aussi de parler qu'il s'agit des adaptations, pas parce qu'il y en a une faiblesse parmi les femmes, c'est juste que c'est différent. Et que c'est différent, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la recherche, la plupart des connaissances, la plupart des données que nous disposons sont basées sur la physiologie masculine. Pour donner un ordre d'idée, c'est pas mon opinion, ça a été quantifié lors d'une étude de l'année dernière qui a pris les 5 dernières années, les études réalisées dans les sciences du sport entre les hommes et les femmes. Les études qui concernent exclusivement les femmes sont de l'ordre des 9% en moyenne les 5 dernières années, et celles qui concernent exclusivement les hommes, 71%. Et dans ces 71% qui concernent des études qui ont inclus exclusivement des hommes, moins d'1% de ces études sont vraiment spécifiques au sexe masculin. Et donc, beaucoup d'informations, des formations que nous avons sur les sujets de la physiologie du sport est basée sur la physiologie masculine. Et donc, forcément, quand on parle des adaptations liées à l'entraînement de l'athlète féminine, c'est l'adaptation par rapport à l'entraînement lambda, l'entraînement modèle basé sur cette connaissance des données qui portent surtout sur la physiologie masculine. Alors, petite question, à quoi c'est dû cette différence? Est-ce que c'est parce que, on sait aujourd'hui que les études, en tout cas en France, dans les autres pays, ce sera peut-être plus discutable, mais en France, c'est les étudiants STAPS, dans la majorité des cas, qui sont les cobayes des études supérieures. Sauf que les étudiants STAPS, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est dû à ça? Par facilité en fait de sélection de l'échantillon, ou comment ça se passe? Non, je ne crois pas que ça soit lié à la répartition des sexes entre les étudiants en STAPS, parce que déjà, ces études ont évalué la recherche mondiale, pas la recherche française, et je ne suis pas certaine que cette répartition soit la même dans différents pays au monde. Je pense qu'il y a plusieurs raisons associées à cela, d'ailleurs des raisons liées aussi au genre, parfois même des difficultés à recruter des femmes, mais l'une des raisons qui est évoquée dans un certain nombre de recherches qui incluent exclusivement des hommes pour des sujets qui auraient pu inclure aussi des femmes, sont les facteurs de confusion, potentiellement facteurs de confusion associés aux fluctuations hormonales du cycle menstruel. Et donc, il y a eu une étude que nous avons publiée à l'INSEP, une review qui montrait l'état de l'art par rapport aux cycles menstruels et la performance des athlètes élites. Et qu'ensuite, il y a eu 2 ou 3 autres études qui sont suivies. On dit, bon, nous, on a inclus que les hommes dans nos recherches parce qu'il y a potentiellement un effet du cycle menstruel. Donc, on a dû faire une autre étude pour dire, bon, vous n'avez rien compris de ce qu'on voulait dire. C'est justement les manques de recherche qui fait qu'on n'a pas des conclusions précises sur les cycles menstruels. Donc, il nous faut plus de recherches et que ces recherches puissent inclure aussi les femmes. Et dans ces cas, s'il y a des facteurs de confusion, on va traiter les cycles menstruels au même titre que tout autre covariable dans une étude. C'est-à-dire, en facteur de confusion, on va avoir des méthodes statistiques qui va annuler ces facteurs de confusion, par exemple avec les tirages au sort, des études, on est habitué à avoir des facteurs de confusion dans tous nos paramètres. Donc ça, c'est finalement une excuse. Ok. Est-ce que l'homme a un cycle? L'homme a un cycle, oui, et c'est le cycle circadien qui a une influence aussi chez la femme, mais c'est un cycle de 24 heures. Alors, le cycle circadien qui a une influence sur des signes vitaux, a une influence sur la concentration, sur les paramètres de bien-être, par exemple.
Des études montrent qu'on est plus amène de réaliser une très belle performance là, dans la période de la journée, vis-à-vis de la nuit, par exemple. Si on a un championnat qui a lieu en pleine nuit, la probabilité de battre des records, elle est plus petite. C'est pour ça que les athlètes, quand ils vont voyager à l'étranger, il y a un décalage horaire, ils s'adaptent en amont. Ouais. Et donc, même la lumière du jour joue un rôle sur les hormones des hommes comme des femmes, qui vont, par exemple, la mélatonine, qui a un effet dans l'endormissement et la récupération des athlètes. Donc oui, les hommes ont un cycle. Sauf que ces cycles, il y a aussi la testostérone qui varie au cours de la journée. Normalement, on pique les matins et va descendre au cours de la journée. Donc oui, l'homme a un cycle de 24 heures. Les femmes ont aussi sont sous l'influence du cycle circadien, mais il y a donc une étude qui va être publiée bientôt de notre part. On a mis en évidence l'influence du cycle infradien. Infra, ça veut dire alors un cycle qui est dans un timing différent de celui des 24 heures. D'accord. Et des femmes sont alors, pour celles qui n'ont pas une prise de contraception hormonale, elles ont, et avant la ménopause, bien entendu, elles ont aussi ces cycles autres qui ont une influence aussi sur les paramètres de bien-être, des concentrations, des performances, des forces, etc. Mais cette fois-ci, qu'elle est sur une durée d'environ un mois. Ok. Qui est variable, j'imagine, selon les individus. Tout à fait. Pour reprendre le cycle circadien, j'avais eu l'occasion de discuter avec Mathieu Nedelec, qui a tourné une émission avec un ami à moi, et qui disait qu'effectivement, il y a des gens qui sont du matin et d'autres du soir. Est-ce que c'est lié à ce cycle hormonal qui serait décalé chez certaines personnes ou qui aurait une forme différente, ou tout le monde a le même et c'est différent? Et c'est lié à autre chose, pardon. C'est lié au chronotype des personnes. On est plus susceptible à telle ou telle variation. Il y a des gens, par exemple, juste un exemple tout simple, il y a des gens qui sont plus sensibles au manque de lumière que d'autres. Moi, par exemple, en étant, je ne sais pas, c'est parce que je suis brésilienne, mais les manques des lumières du soleil, ça me perturbe énormément. D'ailleurs, mais bon, j'ai dit que ça me perturbe énormément, mais ça veut dire que je ressens ça de façon plus importante. Mais il y a une étude hyper intéressante basée sur plus de 3 millions de données qui prend les mesures de l'humeur des gens, hommes et femmes, au cours des saisons, au cours de la journée. Et c'est qu'on pourrait remarquer quand les jours deviennent plus courts ou à la tombée du jour, il y a une diminution de l'humeur. Donc ça, c'est collectif, ça veut dire c'est un paramètre physiologique pour les hommes comme pour les femmes, mais il y a des gens qui sont plus sensibles. Par exemple, moi, il manque du soleil, je suis pas très contente. Et donc, c'est pareil pour les cycles menstruels des femmes. C'est pour ça qu'il est difficile de faire des généralisations, parce que certaines seront plus ou moins sensibles aux fluctuations hormonales. Il faut quitter Paris. Nous, on n'a pas ce problème-là dans le sud de la France. Il paraît qu'il fait un peu plus beau à Marseille, oui. Ouais, on a plus de soleil en tout cas. Donc, je reviens à la question initiale. Est-ce qu'on entraîne pareil une femme et un homme par rapport à ce qu'on vient de dire? Concrètement, aujourd'hui, c'est que je peux voir et après discuter avec des entraîneurs, des préparateurs physiques. Et globalement, c'est pareil. Les personnes entraînent les hommes et les femmes de la même façon. Mais cela demande un effort d'adaptation de la part des athlètes alors. Donc, c'est comme une personne qui a un plus grand risque de blessure. Ouais. Par exemple, au niveau des ischio-jambiers ou du croisé. Cette personne-là, c'est les mêmes entraînements que les autres coéquipiers et coéquipières qui ne prennent pas cela en compte. Elles ont un risque supérieur des blessures. Alors, c'est pareil pour les femmes en ce qui concerne les cycles menstruels. Mais au-delà de ça, et aujourd'hui, on commence ce sont nos premiers constats, c'est qu'on passe aussi à côté d'une possibilité d'optimisation de l'entraînement à viser d'une amélioration de la performance. Donc, on peut entraîner les femmes comme les hommes, oui, mais c'est comme je disais au tout départ, si l'individualisation vise l'amélioration de la performance, donc pour individualiser, on a besoin de mieux comprendre la physiologie, et la physiologie des femmes est aussi déterminée par les fluctuations hormonales qui ont lieu au cours du cycle menstruel.
Et juste, ça c'est une petite parenthèse que je sens qu'il est important. On va parler plusieurs fois cycle menstruel. Quand je parle cycle menstruel, je ne parle pas des menstruations. Les menstruations sont qui est la première phase du cycle menstruel, qu'on peut diviser de façon schématique en 4 grandes phases. Parce que, donc, j'explique les phases, comme ça tout le monde est au courant de chacune de ces phases. J'allais te le demander après. Bon, les cycles menstruels commencent lors du premier jour des règles. Et la première phase, c'est cette phase des menstruations. Et ensuite, on a la phase avant l'ovulation, donc on va appeler ça la phase pré-ovulatoire. Ensuite, après l'ovulation, il y a la phase post-ovulatoire. Et ensuite, la 4e phase, que c'est la phase prémenstruelle. Au cours de ces 4 phases, ce qui nous intéresse, c'est pas que la partie, disons, visible du cycle, parce qu'il y a un signe clinique qui est le saignement. Là, il y a cette phase qui nous intéresse, notamment en raison des symptômes menstruels qui peuvent avoir un impact sur la performance, sur l'entraînement et le bien-être des athlètes. Mais c'est surtout dans cette phase-là, les hormones qui ont une influence sur l'entraînement des athlètes, et je vais citer 2, ce sont les estrogènes et la progestérone, et sont au plus bas. Ensuite, on avance vers la phase, vers l'ovulation, donc la phase pré-ovulatoire. Il y a la montée d'une seule hormone, qui sont les estrogènes. Ensuite, en phase post-ovulatoire, ces estrogènes vont chuter à nouveau pour remonter, pour avoir un 2e pic, mais cette fois-ci, elles vont monter aussi avec la progestérone. Et ensuite, ça va chuter à nouveau en phase prémenstruelle. Donc, en fait, toutes ces fluctuations, elles sont plus ou moins importantes selon les athlètes. Et c'est pour ça qu'il y aura des ressentis différents entre les athlètes. Mais là, ce qui nous intéresse vraiment pour l'optimisation de l'entraînement et éventuellement diminuer les risques de blessures, c'est bien connaître les profils hormonaux de l'athlète. Et les profils hormonaux, c'est vraiment les profils de réponse aux fluctuations hormonales. Donc, je veux savoir, est-ce que cette athlète, elle subit son cycle? Est-ce qu'elle souffre? Parce qu'un athlète qui souffre, on est d'accord, c'est un athlète qui aura plus du mal à progresser. Oui, donc, qui va même régresser. Déjà, on veut écarter cette situation. Ensuite, si c'est un athlète qui ne souffre pas, parce que j'ai quelques sportifs qui, en discutant avec elle, vont dire « Ah non, mais je ne m'occupe pas du tout de mon cycle parce que je ne souffre pas. » Ok, mais il ne faut pas souffrir, donc ça devrait être la règle. Ça, c'est le point numéro 1. Mais donc, si tu ne souffres pas, génial. Là, on peut commencer à parler d'optimisation. Et l'optimisation vise à comprendre alors quelle est la phase où la réponse à l'entraînement, elle est la plus propice, la plus adaptée. Et là, on peut espérer démonter la charge avec moins de risques de blessures. Comment est-ce qu'on va adapter l'entraînement en fonction des différents types? Bon, donc, c'est avant d'adapter l'entraînement, comme je disais, il faut écarter des troubles du cycle. Et ça, c'est un point vraiment important. Parce qu'avant qu'on puisse optimiser quelque chose, déjà, on essaie de vérifier qu'il n'y a pas que tout se passe bien. C'est exactement ça. Et dans les cas, et là, je vais parler notamment d'un sport de niveau, mais surtout sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'athlètes amatrices qui m'écrivent sur mon compte FemPower pour dire « Ah, je souffre de ceci, cela, cela ». Et bien que je n'ai pas fait des études sur les athlètes amatrices, il y a quelques recherches montrant que cela concerne aussi celles qui pratiquent du sport à un niveau moins... même sans être au niveau des compétitions. Donc, et ces troubles du cycle, alors, qui sont très communs parmi celles qui pratiquent l'activité physique, donc professionnelle ou pas, sont les cycles irréguliers, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'absence totale des cycles. Donc, ne pas avoir les règles. Et le troisième, ça concerne plus les jeunes, mais qui vont tarder à avoir leurs premières règles. Donc, elles arrivent à l'âge de 15 ans et n'ont pas leurs règles. Donc, ces 3 cas de figure, bon, il y en a d'autres, mais pour les plus communs sont ces 3-là. Ces 3 cas exposent les pratiquantes d'une activité physique à plus de risques.
Donc, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, coach ou kiné, je trouve qu'il est important au moins de savoir cela pour anticiper et atténuer les facteurs de risque. Donc, il est important de prendre en compte les cycles menstruels au même titre que d'autres paramètres qui ont une influence sur la performance. Ce n'est pas plus important ou moins important, ça dépend du profil de l'athlète. Pour certaines, ça peut avoir un impact très important, pour d'autres, un peu moins. Mais il est important de prendre en compte cela au même titre que la récupération, le sommeil, la nutrition, etc. Parce qu'on sait que la performance, elle est formée c'est sous l'influence de plusieurs facteurs. Carrément. Et l'importance de ces facteurs dépend de chaque personne. Donc, déjà, il est important de savoir si vous avez vous travaillez, ou si vous êtes une sportive qui présente l'absence de règles, les cycles irréguliers, il est important au profit du bien-être de l'athlète et de sa performance d'essayer de trouver la cause de cela en premier temps. À quoi ça peut être dû? Est-ce que ça peut être dû à la nutrition? Oui, Au sommeil, etc. dans la plupart des cas, ce qu'on constate, et c'est documenté dans la littérature, et d'ailleurs, le Comité olympique international a rendu l'année dernière un rapport exhaustif sur les HEDES. Les HEDES, c'est la sigle en anglais qui veut dire les déficits énergétiques chroniques dans le sport. Ça peut toucher les hommes aussi, mais ça touche davantage et en proportion bien plus importante les femmes. Qu'est-ce que c'est? C'est les cycles menstruels qui va être un signe d'alerte pour ces HEDES. Les HEDES, c'est en fait lié à un déséquilibre entre la quantité d'entraînement et la quantité-qualité nutritionnelle. Comme les femmes, déjà dans la population en général, elles sont peut-être plus sous pression déjà pour être fines. Dans un sport, en plus, il y a un poids de forme, joue un rôle important. La pression, elle est encore plus importante d'être fine. Et donc, à un moment donné, ce qu'il s'y passe, c'est qu'il y a un décalage entre ce que l'athlète elle consomme d'énergie et ce qu'elle dépense. Donc, c'est comme une voiture. Si elle n'a pas assez d'essence, elle ne va pas rouler. Et donc, les conséquences pour les femmes, c'est un impact direct sur leur équilibre hormonal. Et avec ces déséquilibres hormonaux, il y a les troubles du cycle qui s'installent. Sauf que ces hormones-là, qui vont diminuer en absence d'énergie, parce que on a besoin d'énergie tout simplement pour avoir un cycle menstruel régulier, les corps, il doit décider, j'ai pas assez d'énergie, qu'est-ce que j'arrête? Je vais arrêter ce qui n'est pas prioritaire en ce moment. Et dans le cas des athlètes, c'est le système reproductif. Sauf qu'on peut penser, c'est pratique, j'ai plus mes règles, moins de choses à gérer pendant la compétition. Pour les entraîneurs, ils peuvent dire, c'est génial, ça veut dire que sa masse graisse est très basse. Ouais. Oui, il y a une association. Mais on peut dire, super, c'est très bien, continuons comme ça. Ça peut, en premier temps, et c'est là les pièges, en premier temps, comme l'athlète, elle a perdu du poids, et c'est un sport, il y a une relation entre le poids et la puissance, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, elle va progresser. Mais c'est un système qu'elle ne pourra pas garder pendant longtemps. Elle va pouvoir parfaire en premier temps. L'entraîneur va dire, c'est parfait, tu vois, tu perds du poids, tu perds. Ou peut-être même pas l'entraîneur, l'athlète, elle va faire rapidement l'association. En plus, peut-être elle se sent plus belle ou elle se sent mieux, elle perd du poids, elle perd. Sauf que son corps, il commence à faire des adaptations pour qu'elle puisse continuer à performer. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. En fait, il va commencer à stocker de l'énergie parce qu'il va dire, ça me manque, ça continue à me manquer, elle continue à s'entraîner, il commence à stocker. Donc, pour garder ce poids, ça devient de plus en plus difficile. Là, c'est schématique, je résume la situation, mais là, ça commence à avoir un impact sur ces hormones. Sauf que
l'estrogène, que j'ai expliqué, qui pique avant l'ovulation et après, ce sont des hormones qui sont essentielles à la performance des athlètes. Sont essentielles pour la construction musculaire, sont essentielles pour la santé osseuse, pour l'immunité, pour la fertilité aussi. Mais dans les cas de la performance, ce n'est pas la priorité pendant la carrière. Et donc, dans ces systèmes-là, où ça va devenir de plus en plus difficile de garder les poids de forme, l'athlète va devoir faire de plus en plus d'efforts pour continuer avec ces poids-là. Ces hormones commencent à baisser et après, ça va être davantage plus compliqué de maintenir sa performance. Ce qui arrive et que les études montrent, c'est qu'elle plafonne. D'accord. Et donc, l'athlète, elle plafonne. Et là, elle rentre dans un cercle vicieux parce qu'elle va dire, il faut perdre du poids parce que j'arrive pas à progresser. Et elle a fait l'association derrière, qu'en perdant du poids, je vais progresser. Et après, ça rentre dans une situation extrêmement difficile. Et les hormones qui sont en déplétion chronique augmentent les risques des blessures, notamment les fractures de fatigue. Ouais. Une petite question, parce que je fais une association par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ce déficit énergétique dont tu parles, il est lié aussi aux troubles de comportement alimentaire qui sont quand même plus présents chez la femme que chez l'homme? Est-ce que c'est lié à ça ou c'est un hasard? C'est multifactoriel. Et les troubles du comportement alimentaire est associé aux troubles du cycle, est associé aussi à cette déplétion d'estrogène et de la testostérone, et c'est aussi associé au REDES. Okay. Donc, non, avant, on appelait la triade de l'athlète féminine. Sauf que les études plus récentes montrent vraiment que c'est un continuum. C'est pas... on a les troubles du comportement, donc il y aura ça. Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment... Plus les troubles du comportement alimentaire fait qu'elle ne mange pas assez. Plus alimentaire. Avec ou sans les troubles du comportement ailleurs, ça peut être aussi des recommandations de l'entraîneur. Et aujourd'hui, on sait aussi, avant on pensait que c'était juste une question de ne pas manger assez, mais c'est aussi la qualité de ce que l'athlète mange. Parce que beaucoup des sportifs qui ont des troubles du cycle n'ont plus leurs règles, selon les études, sont celles qui se concentrent davantage sur les fibres et les protéines. D'accord. Et donc, elles ont oublié quelque chose de très important qui donne l'énergie. Et donc, ce sont les glucides. Mais pour une raison ou autre, c'est devenu une hantise pour beaucoup de sportifs de manger des glucides. Mais donc, aujourd'hui, ce que le Comité olympique international a préconisé, c'est dans le cadre du REDES, augmenter l'apport énergétique, notamment, et l'effet le plus important, en augmentant avec les glucides. Oui, mais si on mange des glucides, on reprend de l'eau. Mais en premier temps, et c'est là que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Les athlètes, quand elles sont déjà dans les cas d'absence complète des règles, la grosse difficulté, c'est de passer par cette phase où on doit augmenter l'apport énergétique. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Va grossir. Et c'est pas qu'un peu, parce que son corps est tellement habitué à stocker qu'il y aura un retentissement. Et donc, il faut de la sensibilisation, de l'information et un bon accompagnement d'un nutritionniste pour passer cette phase qui va être douloureuse et ensuite redémarrer le système. Ça peut être un processus long, mais au long terme de la carrière, ça se paye. Et je me mets à la place d'un entraîneur. Alors, je pense que les entraîneurs amateurs, en tout cas hors du haut niveau, sont un peu plus touchés par ça, mais comment est-ce que je sais, moi, si mon athlète elle a ses règles ou pas ses règles? Ou un cycle normal, pas normal? Ouais, quand j'ai fait des formations des entraîneurs sur les sujets, c'est une question on discute comment aborder les athlètes sur ces questions qui peuvent et doivent rester intimes. J'ai dit doivent dans le sens où l'athlète, elle doit se sentir à l'aise de partager, elle ne doit pas être forcée à partager ce type d'informations. Que ce soit clair ces points, il est important. Néanmoins, un athlète qui est informé et éclairé sur les sujets, qu'elle comprend que c'est un paramètre comme tout autre paramètre qui a une influence sur la performance. Si elle comprend, OK, mon entraîneur, il parle du sommeil,
parce que le sommeil, il a une influence sur ma récupération et ma performance. Mon entraîneur n'est pas le cycle menstruel parce que ça a une influence aussi sur ma performance. Ben, la barrière, elle diminue. Surtout, elle sait que l'entraîneur, il sait quoi faire avec cette information. Parce que si l'entraîneur, il n'ose même pas demander parce qu'il ne sait pas quoi faire, ben, la sportive ne va pas partager non plus l'information. Donc, la première chose, c'est de sensibiliser les athlètes. Et je suppose que beaucoup de préparateurs physiques, entraîneurs ou même kinés les font quand ils suivent un athlète, ils vont dire il est important de bien manger, il est important de bien dormir, et il est important d'avoir un cycle régulier. Donc, parlons de cela. Et l'athlète parlera si elle le sent. Sinon, on peut aussi recommander de voir une sage-femme ou une gynéco. Et surtout, c'est mon avis, je pense que tu vas le partager, il faut que nous, en tant qu'entraîneurs ou éducateurs sportifs, on soit nous-mêmes à l'aise avec ça. C'est-à-dire que si on redoute le moment de poser cette question-là à une de nos athlètes, forcément, elle va sentir la gêne et elle ne va pas se sentir à l'aise. Alors que si on arrive et qu'on lui pose la question de savoir si elle a un problème de cycle ou pas, comme si on lui demandait si elle avait bien bu aujourd'hui, ça enlève toute problématique avec ça. Mais mon conseil concret, c'est de ne pas non plus poser la question est-ce que tu as un problème de cycle? Parce qu'on peut interpréter ça là de plusieurs façons. La grande question, et ça, en discutant avec des athlètes, je me rends compte, parfois je demande est-ce que ton cycle menstruel est régulier? Certains athlètes m'ont déjà répondu oui, il dure 5 jours. Donc, elles étaient en train de parler de la durée des menstruations. Donc, si elle est, on va dire, similaire chaque mois, pour elle, c'est régulier. Donc, non, déjà, et ça, c'est vraiment important, tout comme on va expliquer pour un athlète qu'être en bonne santé est nécessaire pour progresser dans le sport, on va lui expliquer, voilà, quand tu es, pour qu'on puisse avoir un paramètre de ton corps, de ta santé générale, parce que le cycle menstruel est un indicateur de santé des femmes en âge de procréation, on lui posera la question. Mesure l'arrivée des règles, elles peuvent noter sur un cahier, sur un appli, peu importe, et elle va dire quelle est la durée, et c'est cette durée, elle est toujours similaire. Elle ne varie pas plus que 7 jours entre un cycle et l'autre. Si tel est le cas, ok, on sait que ça, c'est pas quelque chose à s'inquiéter. Mais si c'est une athlète, on commence à voir, elle loupe beaucoup d'entraînements, elle est toujours très fatiguée, elle a du mal à enchaîner les 12e entraînements de la journée, elle perd beaucoup de poids au début, où elle a un IMC très bas, même si on peut avoir des troubles du cycle sans avoir un IMC très bas. Mais disons qu'on voit ces signes d'alerte, on voit aussi qu'elle cache ce qu'elle mange. Ou alors c'est un athlète qui va dire je prends du poids, je pour rien manger que je prends du poids. Donc, ou aussi un athlète qui a déjà eu des fractures de fatigue. Tout ça, ça doit... c'est déjà peut-être trop tard, mais ça devrait permettre à l'entraîneur d'interroger sur la régularité du cycle. Après, un point important aussi, c'est que elle pourra dire de la régularité de son cycle si elle n'a pas de contraception hormonale. Du moment qu'elle a une contraception hormonale, on ne peut pas savoir si son cycle est régulier. Okay? Parce qu'elle peut avoir des saignements. Elle aura des saignements éventuellement à chaque 28 jours, mais ça, c'est en raison de la contraception. Donc, ces athlètes-là, sous pilule, c'est un point de surveillance supplémentaire. Donc, commence vraiment... C'est un athlète aussi qui a la froid tout le temps. Et sa relation avec la nourriture est compliquée. Et là, ça c'est important aussi de voir avec les médecins si éventuellement la pilule n'est pas en train de cacher un dérèglement hormonal que pourrait avoir un impact vraiment important pour la carrière de la sportive. Ok. Comment ça rend compte? C'est vraiment des tests médicaux à passer ou... Oui, après, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médecins formés sur la question gynécologie et sport, mais on a des mesures hormonales qu'on peut mener pour voir, par exemple, les hormones comme les FSH et LH, qui vont nous donner des indications
et comment ça fonctionne, les systèmes même sous pilule. Et on a aussi des mesures de la testostérone, qui c'est chez l'homme comme la femme une indication des REDES. Donc, il y a des moyens de vérifier cela. Et si on estime, ou alors un nutritionniste déjà pour faire l'évaluation, pour savoir s'il y a une correspondance entre la dépense et la consommation d'énergie. Ok, tout simple. Oui. On parle de contraception, je te propose qu'on continue là-dessus. Donc, la pilule permet de, comment dire, de réguler de façon artificielle le cycle pour pas qu'il y ait d'ovulation. C'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que, et là je te pose une question qui va te titiller un peu, est-ce que c'est du dopage? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, il y a un article provocateur qui est apparu l'année dernière. Mais le but de l'article, c'est même pas de discuter de l'effet de la pilule, mais c'est de discuter de comment l'agence antidopage peut s'emparer des sujets et comment définir ce qui est les dopages de ce qui ne l'est pas. Mais pour la pilule, la réponse elle est bien plus complexe. Elle est vraiment difficile parce que au début des années 90-2000, les études montraient un effet plutôt négatif de la pilule sur la performance. Il y avait des effets, il y a eu beaucoup d'études, notamment sur la VO2 max, qui montrent un effet négatif. Par contre, les nouvelles générations de pilules, celles qui sont plus fréquemment utilisées à présent. Qui sont microdosées, c'est ça? Qui sont microdosées, oui. Okay. Et elles ont les recherches les plus récentes, même s'il y a très peu encore. Donc, on n'est pas complètement sûr de l'effet général, mais ils sont bien plus nuancés. Okay? Donc, l'effet, il est plus nuancé. Après, est-ce que cela favorise ou pas un athlète? Ça dépend de son cas individuel. Donc, un athlète, déjà, c'est là l'endométriose. Elle a des douleurs insupportables qui peuvent aller 7 jours par mois. Cela handicape son entraînement. Elle va s'entraîner, oui, parce que les femmes sont résilientes, les femmes sont fortes. Les seuils qu'elles peuvent tolérer des douleurs, notamment celles qui ont de l'endométriose, est très élevé. Donc, elles vont s'entraîner, mais les risques, c'est difficile de progresser dans des situations non optimales. Et donc, pour ces athlètes-là, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas des traitements convaincants, si ce n'est la pilule continue qui va stopper les ovaires. Dans ces cas, pour elle, la pilule, c'est qu'il y a du bénéfice, parce que sinon, elle ne pourra pas avoir une carrière sportive où elle est handicapée plusieurs jours par mois. Donc, même en termes de qualité de vie, au-delà de la performance. Au-delà de la performance, la qualité de vie. Oui, j'ai discuté avec un athlète elle a perdu une saison sportive pendant 9 mois parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Elle avait passé plusieurs examens, ils n'avaient pas identifié la raison de toutes ces douleurs. Ils pensaient à la limite c'était psychologique jusqu'à trouver l'endométriose et qu'elle commence à prendre la pilule et toutes ces douleurs sont stoppées. D'autres, même la pilule ne va pas stopper les douleurs, ont besoin de chirurgie. Bon, enfin, mais là, c'était juste pour dire, dans les cas où la pilule, elle peut être vraiment la solution pour que l'athlète puisse s'entraîner dans la fréquence qu'elle le souhaite. Pour d'autres, il est important, et ça, je préconise, c'est pour les sportifs de bien observer les symptômes au cours de la prise de la pilule. Parce que ce que nous avons observé, c'est que les symptômes, même s'ils sont légers, ils peuvent avoir un impact sur l'entraînement. En présence des symptômes, par exemple, les athlètes que nous avons suivis sur GPS, elles vont marcher plus sur le terrain, vont courir moins, même si les symptômes, il n'est pas handicapant, les symptômes menstruels. Et celles qui prennent la pilule, parfois, déclarent des maux de tête, très souvent. Mais c'est un maux de tête léger.
Mais c'est un maux de tête qui est lié à la prise de la pilule. Donc, infliger ça pendant 21 jours, voire 28, au cours de l'entraînement et de la vie aussi des femmes, bien sûr. a un impact. Donc, il est important juste de sensibiliser les athlètes là-dessus parce que c'est la récente, ces symptômes. Il est important de consulter et chercher une pilule plus adaptée. Et donc, dans le cas de notre accompagnement scientifique de la performance, ce qu'on a pu observer, c'est que dans l'idéal, une athlète, elle doit avoir la même qualité de l'entraînement pendant la pause, et parce que quand elle fait 7 jours de pause de la pilule, et pendant les 21 jours. Si c'est stable, c'est ça l'on souhaite. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas un hasard. Cet athlète constate, et ça, c'est quelque chose que les sportives qui nous écoutent peuvent faire cette réflexion. Si elles ressentent beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, elles peuvent faire des tests, faire les mêmes entraînements pendant la pause, pendant la prise de la pilule. Elles sont bien plus fortes pendant la pause. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a un pic de testostérone à l'arrêt de la pilule. Et donc, ce sont des athlètes pour lesquels la pilule n'est pas si bénéfique que ça. Une autre façon d'investiguer cela, c'est la libido. L'athlète, elle n'a plus de libido. La libido, elle est associée avec les estrogènes et la testostérone, très importante pour la performance. La libido, elle est à plat. En ces moments, on peut s'interroger aussi sur l'effet de cette pilule pour cet athlète dans son entraînement. Et à l'inverse, si l'athlète, elle se sent beaucoup, beaucoup mieux pendant les 21 jours de prise de la pilule, ça, c'est une pilule qui s'est très adaptée pour elle, voire même discuter avec les médecins la possibilité de la prendre en continu. Ok. Après, et ça, c'est pour l'instant, il n'y a pas assez de recherches dans ces domaines, mais pour les athlètes pour lesquels nous faisons l'accompagnement de la perf, on va préconiser telle ou telle phase pour une échéance sportive majeure. J'allais justement te poser la question après. Est-ce que, parce qu'on a vu le cas de beaucoup de sportifs qui avaient des problèmes liés à leur menstruation pendant les compétitions, est-ce qu'avoir ces menstruations pendant la compétition, c'est un frein forcément ? Alors, non, déjà, pas forcément. Chaque sportif, comme je disais, je vais répéter tout au long, c'est un paramètre individuel. Donc, il faut répéter pour apprendre. Non, oui, mais c'est important. Ça veut dire certaines sportives sont en mesure d'être très, très, très bien parfaites pendant la menstruation. Ok. D'autres sportives ne sont pas en mesure de bien parfaites. Et ça peut les faire avoir un sentiment aussi d'être seul, d'être perdu. Pourquoi mes coéquipières, elles sont en mesure d'être parfaites? Pourquoi pour moi, c'est un problème? Alors que c'est un véritable frein à la performance pour certaines. Donc, quand c'est le cas, sont celles normalement qui en souffrent, qui ont beaucoup de douleurs, qui ont beaucoup de symptômes avant les règles, pendant les règles. Et ça, cumulé au cours d'une saison, ça a un impact important sur la performance. Donc, il est important d'essayer de régler ces symptômes. Parce que ce n'est pas acceptable d'avoir tous ces symptômes qui vont en effet avoir... pour certaines, comme elles-mêmes vont me dire, si la compétition tombe pendant la menstruation, c'est la cata. Donc, si elles savent déjà, il faut chercher une solution, sauf que la solution, elle n'est pas comme ça. C'est déjà identifié pourquoi j'ai autant de symptômes, quels sont les symptômes, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire ces symptômes. Et certaines sportives sont très, très puissantes pendant la menstruation. Okay. Donc, il y a vraiment cette différence. Et dans un cycle menstruel équilibré, on devrait être en mesure d'être parfait dans toutes les phases du cycle. Trop bien. Et, une question toujours sur la contraception, mais de l'implant contraceptif. Oui. Est-ce que c'est le même fonctionnement que la pilule? Est-ce que c'est différent? C'est similaire. Il va bloquer l'ovulation, il arrête la fonction ovarienne et c'est juste qu'il est en continu.
Et donc, il n'y a pas les saignements par privation qui peuvent avoir les pilules qui font la pause de 7 jours. Cela dit, il y a des pilules aussi qui en continuent. Ok, donc c'est juste la posologie et Oui, la prise. C'est-à-dire que c'est pas un cachet, mais c'est un implant sous la peau. oui. Ok. Mais pas de différence particulière avec au niveau Euh, hormonal et au niveau entraînement ou performance. juste la question peut-être à surveiller de plus près, celles qui ont des implants, celles qui ont une pilule continue. C'est le poids Elles ou pas? elles n'ont pas cette pause. Et comme j'expliquais, la pause, normalement, c'est les moments où les hormones naturelles vont respirer un peu. C'est schématique, mais nous avons constaté cette montée des estrogènes et de la testostérone qui sont très intéressantes pour la performance. Donc, si la sportive, elle a le choix. Et elle prend une contraception continue. Et elle remarque vraiment qu'elle est plus fatiguée, qu'elle enchaîne moins bien les entraînements. Peut-être c'est pas la meilleure des solutions. Mais Ok. certaines les prennent en continu parce qu'elles n'ont pas autre choix. Que c'est le cas par exemple de l'endométriose. Donc il faut mettre tout dans la balance. Ça c'est un effort qu'elle doit faire avec les médecins, mais pour sa carrière. Donc ça c'est vraiment une prise en compte pour sa carrière. Après c'est là le choix. Il y a encore, les études sont en cours, il y a beaucoup de choses qui vont, j'espère, apparaître prochainement, mais à ces jours, en ayant les choix, je prendrai avec une pause. Ok. Ok, trop bien. On revient sur les blessures. Oui. On a parlé un peu de la fracture de fatigue liée à ces dérèglements. Mhm. Est-ce qu'il y a des phases de cycle où on est plus enclin à se blesser ou pas? Ça, c'est une très bonne question pour laquelle je n'ai pas une réponse simple comme tout au long. On a l'habitude, ça y est. Comme tout au long de ce podcast. Mais pendant longtemps, il y a eu des études montrant une augmentation du risque des blessures dans 2 moments du cycle, à l'approche de l'ovulation et pendant la menstruation. L'hypothèse évoquée de cette augmentation du risque des blessures à l'approche de l'ovulation était liée à une augmentation de la souplesse, la laxité des ligaments associée à la montée des estrogènes et de la relaxine à l'approche de l'ovulation. Ça reste une hypothèse scientifique, mais personnellement, je ne crois pas trop. Pourquoi? Ok. Parce que l'étude, à mon sens, la plus sérieuse réalisée sur la prévalence et l'incidence des blessures au courant du cycle menstruel, qui a suivi des athlètes élites pendant 4 ans, a montré en effet une augmentation des risques des blessures pendant la menstruation et à l'approche de l'ovulation. Sauf que ce n'était pas des blessures ligamentaires. C'était tout type de blessures confondues. C'était au foot, donc même celles des contacts. Ok. Et aujourd'hui, on a assez des recherches montrant déjà qu'avec la montée des estrogènes et de la testostérone, parce qu'il y a une très bonne corrélation entre ces 2 hormones, avec la montée de ces hormones-là, les femmes sont plus compétitives, plus agressives, c'est les termes utilisés dans des études. Donc plus de prise de risque. Et plus de prise de risque. Et nous, dans nos études, mais aussi dans ce qui est plusieurs autres études qui ont été déjà réalisées, montrent en général une augmentation des charges d'entraînement et de compétition à l'approche de l'ovulation. Donc, on augmente l'exposition au risque. Certes, on augmente cette exposition. Si on ne prend pas en compte la vitesse, les accélérations lors des études des risques, il y a un biais. Et moi, en tant qu'épidémiologiste, ça c'est un biais important pour considérer qu'il y a véritablement une augmentation du risque des blessures à l'approche de l'ovulation. Ok. Par contre, pour la menstruation, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'études montrant moins d'accélération. Il y a beaucoup d'études montrant moins d'agressivité et tout ça. Et pour autant, on remarque un peu plus des blessures. Alors, pourquoi? Ça reste une hypothèse scientifique.
J'ai pas la réponse parce qu'il n'y a pas d'étude de causalité là-dessus, mais on sait que c'est une période où les athlètes déclarent les plus fréquemment une fatigue augmentée. Elles déclarent plus de douleurs, elles déclarent plus de symptômes menstruels. Bon, on sort d'une situation optimale pour parfait. Ouais. C'est pour ça que je disais il faut essayer de résoudre tous ces symptômes du cycle. Parce que si on est dans une situation où on est plus fatigué, que ce soit associé, soit une femme liée au cycle menstruel, soit un homme parce qu'il va se coucher très tard parce qu'il reste sur les téléphones, les deux ils sont plus à risque. Complètement. Donc, là, essayer de combattre cette fatigue augmentée pendant la menstruation pour être très intéressante comme stratégie, déjà parce que c'est pénible, c'est de lassitude. Quand en phase de menstruation, c'est là, ça touche beaucoup des femmes qui ont un cycle naturel ou sous pilule d'ailleurs, mais il est vraiment important d'essayer d'atténuer ces symptômes. Sur une athlète qui... alors, on a essayé de prendre en charge certaines choses. Des fois, il y a une latence avant que ça fonctionne, j'imagine. J'ai une athlète qui, pendant ses règles, est très fatiguée. Est-ce qu'il vaut mieux la sortir du groupe d'entraînement et la mettre sous des barres de muscu ou alors à moins de risque de se blesser? Je donne un exemple comme ça. Ou on la laisse dans le groupe avec une charge adaptée, ou on prend le risque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu as un athlète homme qui est très fatigué parce qu'il a des insomnies, tu les vois arriver à l'entraînement, il est cassé, qu'est-ce que tu ferais? Tu les gardes dans les groupes ou tu adapterais Non, son je le mets au entraînement? milieu, il souffre plus que les autres. Bon, alors, si c'est blesse, tant pis pour lui, il a qu'à prendre. Non, je plaisante, mais bien sûr, on va essayer d'adapter au maximum. Donc, l'idée, elle est globalement, c'est cette individualisation. La différence, c'est que l'homme, peut-être, il connaît, dans mon exemple, il connaît la recette, c'est dormir plus tôt. La femme, quelle serait la recette alors pour diminuer la fatigue? Très bonne question. Alors, selon les études, déjà, cette fatigue augmentée au cours de la menstruation, elle a deux paramètres. Un, avec lesquels on peut rien faire, que c'est la chute des hormones. Okay? Donc, ils ont chuté, il y aura des symptômes, il y aura plein de choses qui arrivent. Et donc, pour cette chute d'hormones, on ne peut rien faire. Mais cette sensation qui est réelle, hein, c'est pas une sensation, Oui, cette fatigue augmentée, elle est en beaucoup de cas associée à la perte des fers. Parce que déjà 15 à 35% des sportives, elles sont en carence de fer. Et notamment si elles sont végétariennes, c'est un facteur en plus à risque. À savoir, comme on disait tout à l'heure, parfois les sportifs ne mangent pas assez ce qu'il fallait. Et quand on parle de ne pas manger assez, c'est un niveau d'énergie totale, mais en micronutriments aussi. Ouais. Donc si on ne mange pas assez, on ne mange pas aussi des micronutriments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du cycle. Et donc, une fatigue augmentée associée à un manque de fer. Et les fers, c'est bien difficile de supplémenter. C'est ce que j'allais te dire. C'est quelque chose que les nutritionnistes ont un peu peur. Oui, ils prennent pas parce beaucoup de risques. que ça, il faut suivre avec un médecin. Ouais. C'est super difficile de supplémenter les fers. Et aussi, plus tu as des règles abondantes, plus tu perds du fer. Parce qu'on perd du fer avec les saignements. Et le fer est essentiel pour le transport de l'oxygène, pour faire fonctionner les muscles. Donc, même si l'athlète, et c'est là la question, beaucoup des médecins vont demander à être fatigué, je vais voir si tu es en carence. Non, tu n'es pas en carence. Ok, elle n'est pas en carence, mais elle est là très très bas. Et donc, elle arrive la menstruation, elle perd encore plus de fer. Donc, elle va être davantage fatiguée. Donc, ma recommandation, c'est manger du fer, notamment en amont de la menstruation et la menstruation. Mais si on peut manger tout au long du cycle, tant mieux. Et pour faciliter l'absorption du fer, associer la vitamine C. Parce que, déjà, les fers animaux, c'est plus facilement absorbable, mais si on ne mange pas, si on est végétarien, vegan, associer à la vitamine C et éloigner la consommation du café.
Donc ça, déjà quand on dit tout ça, on voit comment c'est difficile d'avoir un bon niveau d'effet. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Après, si je peux me permettre, j'ai fait un clin d'œil pour le marketing Vas-y. parce que j'ai créé les barres énergétiques, les premières barres énergétiques pensées justement pour soutenir les sportifs au cours de leur cycle menstruel. C'est Donc, assez récent en plus. c'est assez récent en fait, là c'est en pré-vente. Ah, oui. C'est encore en pré-vente. Pour les gens qui nous écoutent, tu auras un Pour lien. les gens qui nous Tu écoutent. m'enverras. Ah ben, je peux faire même comment on dit, une promo, une Vas-y. réduction spéciale Si pour... tu veux, pour- on le pour- mettra dans la description volontiers. Voilà, on va faire comme ça. Mais genre, c'est juste pour expliquer. Donc, globalement, vous avez compris, dans les bars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du fer. Alors, et c'est là toute l'ingéniosité. C'est un fer qui est encapsulé avec une molécule de calcium pour passer la barrière gastrique et être facilement absorbable. Il a vitamine C, bien entendu, mais ces fers protégés par le calcium, j'ai pu ajouter la caféine qui donne ses coups des pouces, parce que là, ils vont pas... Interférer. Il ne va pas interférer, Ouais. il ne va pas être en concurrence. Donc ça, ce sont des choses simples aussi que les femmes peuvent faire pour éviter la fatigue. Après, il y a un autre facteur qui impacte aussi pendant la menstruation, ce sont les douleurs. Ouais. Alors, comme je disais, ce sont des douleurs trop importantes. Il faut consulter parce qu'il a aussi des médicaments à prendre, tout ça, parce qu'il a un environnement inflammatoire. Il y a la libération des prostaglandines et tout ça qui augmente la contraction de l'utérus. Et en soi, ça fait mal. Et pour lutter contre ces douleurs-là, les recommandations, bien que c'est basé sur des études avec des preuves scientifiques plus faibles, tout ça, c'est que je parle de la nutrition, le niveau des preuves scientifiques est plus limité. Parce que, d'une part, il n'y a pas tant d'études que ça, mais ce sont les études les plus à jour que je mentionne ici. Donc, pour combattre les douleurs, c'est d'augmenter la consommation d'oméga 3. Les études montrent que les femmes qui consomment très peu d'oméga 3 sont celles qui souffrent le plus des douleurs des règles. Et ici, pareil, l'oméga 3, ce sont les poissons gras qui sont riches. Et donc, à surveiller. Et là, pour les coups, la supplémentation, elle est plus simple. Okay, donc, après tout ce qui est aliments anti-inflammatoires, il y a des nouvelles études là-dessus, comme du curcuma, du gingembre, etc. On peut ajouter à l'alimentation, augmenter aussi les temps de sommeil, ça c'est important, et à savoir que l'intensité modérée d'entraînement, modérée en fonction de la capacité de la personne, bien sûr, elle diminue les douleurs. Donc, un exercice aérobique, il va diminuer la douleur du moment qu'il est modéré. Si tu essaies de taper sur l'intensité, la puissance, les pliométriques, ça va augmenter la contractilité de l'utérus. Ça va faire très mal, très mal. Et ça, à part être les jours de la compétition, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Si on peut attendre 3 jours, elle va répondre très bien à l'entraînement. Donc, ça, c'est une adaptation hyper intéressante à faire. C'est vraiment... peut-être on peut doubler les volumes en baissant l'intensité. Comme ça, elle n'aura pas trop de douleurs. Il y a une recommandation que je fais aussi, c'est dans l'échauffement pour les athlètes, faire des exercices. Il y a des études montrant les bénéfices du yoga, de ce type de mouvements, parce qu'il augmente la mobilité pelvienne, qui est super contracturée dans cette période. Et donc, ça peut aussi alléger les douleurs. Trop bien. Alors, j'ai plusieurs questions, j'espère que je ne vais pas toutes les oublier. Je rebondis d'abord sur le yoga, pratique du yoga pilates en amont, ça aide aussi à anticiper cette phase-là ou pas? Oui, c'est ça. Ou c'est que pendant? Non, pendant. Ok. On peut les pratiquer bien sûr tout à au long fait. du cycle, selon ce qu'on aime. Mais il y a des études montrant l'effet analgésique de ce type de mouvement quand il a la mobilité pelvienne. Parce qu'il est à savoir aussi qu'avec la libération des prostaglandines, il a une augmentation de la contraction des muscles lisses. Ouais. Okay. Et donc, ça, il y a une altération de la posture pelvienne. Et cette altération entraîne une diminution de la contraction des muscles profonds transverses. Donc, certaines vont avoir plus mal au dos. Donc, faire des squats,
ça peut avoir une altération de la posture. Certaines vont sentir tirer plus les ischio-jambiers. Ok. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Dina Shear-Smith. Elle a donné une interview super intéressante en disant déjà qu'elle voulait plus de recherches et que les entraîneurs puissent prendre cela en compte. Et donc, j'aime bien la suivre. Mais elle a dit aussi qu'elle et son prépa physique, ils se sont accordés de ne pas mettre les sprints les plus puissants. Je sais pas, il y a c'est celui-là qui va chercher vraiment les max pendant la menstruation. C'était mon autre question. Est-ce que justement, il y a des phases du cycle où il vaut mieux préconiser tel type d'entraînement par rapport à d'autres? Tu as répondu du coup en partie. La première chose, c'est de savoir les profils d'athlètes. Hein. Déjà, bien sûr. Voilà, parce que comme j'ai dit, il y a des athlètes qui répondent très, très, très bien, justement, à cette chute hormonale. Hein. C'est différent. Donc, elles vont répondre. Pourquoi on va adapter? Si elles répondent très bien, on y va. Hein. Au contraire, en profiter. Oui. Et à savoir, c'est ça. Donc, si elle répond très bien à la chute hormonale, dans la phase où il y aura la montée hormonale, elle répond peut-être un peu moins bien. C'est comme on disait, les chronotypes. Il y a des gens qui répondent très bien au matin, d'autres les soirs. Donc, on va essayer de synchroniser cela. Donc, on va adapter si besoin. Et si intérêt d'optimisation, c'est pour la perte. Donc, dans ces cas, si l'athlète... Et on voit des altérations posturelles, on peut suivre, on peut voir s'il y a des changements, si c'est un haltérophile, ça change la posture, on peut adapter, sachant que l'adaptation, et ça c'est vraiment aussi important, parce que quand je parle d'adaptation d'entraînement, tout le monde entend diminuer la charge d'entraînement, parce qu'ils sont des femmes, on parle de menstruation, donc c'est faible. Non, rien à voir avec ça. Ce sont des femmes qui arrivent à s'entraîner malgré la douleur, qui arrivent à s'entraîner dans toutes circonstances, on veut juste optimiser. Donc, on peut éventuellement jouer avec les volumes de l'entraînement. Donc, c'est pas qu'on diminue, on diminue l'intensité, on augmente les volumes. Et une semaine après, parce que si l'athlète elle n'est pas bien dans la chute hormonale, une semaine après, quand ça va commencer à monter, elle va répondre très bien. Et ce qu'on fait, on augmente l'intensité. On peut diminuer les volumes, mais on peut augmenter le nombre de séances, on peut mettre plus de puissance et on va voir. L'athlète réagit bien. Donc, je pense que comme ça, on diminue les risques des blessures pendant la phase de menstruation. On augmente la perf parce qu'on peut espérer une meilleure adaptation, une meilleure réponse de son entraînement. Carrément. Et en plus, elle est véritablement poussée à bloc dans sa meilleure phase. Donc, disons que c'est à l'approche de l'ovulation, si on n'augmente pas l'intensité, on peut penser que si elle fait que des entraînements, on va dire, endurance fondamentale, pendant sa phase optimale, et après, elle va tout donner pour la compétition qui va tomber à nouveau dans sa phase optimale. Elle risque de se blesser et risque d'augmenter les statistiques sur l'augmentation de blessures à l'approche de l'ovulation. Parce que, tout simplement, elle a passé 2 mois sans s'entraîner dans sa meilleure phase. Et ça, c'est une hypothèse, mais ça peut contribuer aussi à une sorte de sous-entraînement. Parce qu'on n'est pas allé chercher au max quand elle pouvait naturellement donner son max. Là, on parle sur des athlètes de haut niveau, hein, bien évidemment. J'avais entendu parler, il y a quelques années, que des femmes qui sont mises dans un environnement commun avaient tendance à synchroniser leur cycle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pure curiosité. Pure curiosité, nous n'avons pas remarqué ça parmi la centaine d'athlètes que nous avons suivis. Il y a certaines qui sont dans les mêmes bateaux, certaines dans la même équipe de foot. On n'a pas constaté cette synchronisation. Parce que j'avais lu ça il y a des années, mais je ne me souviens plus du tout. J'étais étudiant à l'époque. Et c'est controverse dans la littérature d'ailleurs. Ok. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'était par rapport à des athlètes de haut niveau. Oui. Sur des athlètes amatrices, est-ce que l'entraîneur il a besoin de tenir compte de tout ça, ou on s'en fiche un peu de l'optimisation tant qu'elles ne sont pas mal dans leur peau, entre guillemets, qu'elles ont des douleurs ou des symptômes trop forts? Je pense que même si tu es amatrice, si tu as des objectifs, des progressions dans ton sport, prendre cela en compte ne pourra qu'être un coup de pouce supplémentaire. Et déjà, ça aussi, prendre en compte
les fluctuations hormonales, pour optimiser les entraînements, pour favoriser aussi à avoir un cycle plus en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est comme, si je reviens toujours à cet exemple de s'entraîner les matins, les soirs ou la nuit, si on commence à mettre des entraînements en pleine nuit, ben, on ne va pas bien s'adapter à cet entraînement. Vite fait, on ne va pas être en forme, ça va manquer de récupération. C'est pareil avec les cycles, donc c'est une préconisation que j'ai fait avec tout le monde. Et d'ailleurs, sur mon compte Instagram, je donne beaucoup de pistes là-dessus et j'ai beaucoup d'athlètes amatrices qui m'ont fait des retours, d'avoir adapté leurs entraînements et de se sentir beaucoup mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se priver et réserver cela qui est une petite élite sportive. Est-ce qu'il y a des types de supplémentation que tu vas conseiller sur des femmes qui ont des problèmes de cycle particuliers pour essayer de les réguler ou... Moi, n'étant pas nutritionniste, je ne préfère pas préconiser des supplémentations. Je te repose la question. Oui. Est-ce que la littérature scientifique préconise un certain type de supplémentation ou de complémentation Oui, nutritionnelle? il y a des études récentes qui ont fait les tours sur les principaux besoins des athlètes féminines. Et en général, vraiment faire attention au fer, parce que ça, c'est un paramètre vraiment clé pour l'athlète femme, notamment en raison de la perte de fer au cours de la menstruation. Il y a aussi les calcium et vitamine D. Les calciums, du moment que l'athlète elle est intolérante à la lactose, du moment qu'elle ne consomme pas beaucoup les produits laitiers, et c'est très facile de manquer des calciums, alors que un manque de calcium, ça va rendre les cycles plus difficiles. C'est associé à un syndrome prémenstruel important. Donc, tu sais, les femmes vont se reconnaître là-dessus, mais quand on a beaucoup d'altérations d'humeur avant les règles, beaucoup de rétention d'eau, tous ces symptômes-là avant les règles, ils peuvent être associés, encore une fois, chez les femmes, c'est important cette relation avec nutrition parce que parfois, en ne mangeant pas assez, on comble pas les besoins en micronutriments. Et un cycle qui manque de calcium va avoir des altérations d'humeur importantes. Cette altération d'humeur, elle est associée à la chute hormonale, certes, parce qu'en baissant les estrogènes, la progestérone, il a des altérations des neurotransmetteurs, la sérotonine et dopamine, mais si en plus on manque de calcium, c'est là on va être bien ressenti. Alors que l'absorption de calcium aussi, elle dépend de plusieurs facteurs, notamment des niveaux de vitamine D et des études montrent que les sportives manquent des vitamines D en général. Cette proportion de sportives manquant de vitamine D peut aller jusqu'à des 40% à 80%. Ce sont des athlètes qui s'entraînent à l'intérieur. Donc, elles sont des danseuses, elles sont dans la salle, elles passent trop de temps sans s'exposer au soleil. Et aussi dans les pays où il fait froid, on est tout le temps couvert. Et donc, ça réduit davantage... Et après, sinon, la vitamine C dans les aliments, c'est qui est des poissons gras. Donc, vraiment, attention, les calciums pour les syndromes prémenstruels, l'oméga 3 pour les douleurs des règles et les fer pour la fatigue. Donc, ça, ce sont des préconisations des études. Après, est-ce qu'il faut supplémenter ou pas? Ça, je pense qu'en l'accompagnement nutritionnel, c'est l'idéal pour savoir si juste l'alimentation ne peut pas combler, s'il faut des stratégies autres. Ok, trop bien. Une façon d'éveiller, on va dire, les sportifs, quel que soit le niveau, à ces problèmes de cycle menstruel. Est-ce que ça peut être un atelier en début de saison, réunissant toutes les athlètes féminines, comme on peut le voir en nutrition? Ça se fait beaucoup en nutrition. Attention, il faut bien manger. Est-ce que ça peut être une solution de faire ce genre d'atelier pour essayer de briser la glace dans un premier temps? Moi, je préconise cela. De faire une sensibilisation, c'est très important. Après, il est à savoir qu'il y a un sujet qui peut, ça dépend de l'âge des sportifs, peut être perçu comme invasif. Donc, il faut vraiment savoir
les faire. Ça, c'est vraiment un point Mhm. important. Mais j'ai fait souvent, quand les clubs m'invitent, j'ai fait de la sensibilisation pour les sportives. Et normalement, elles sont vraiment ravies une fois qu'on explique. Parce qu'il n'y a pas de Ben oui. raison, on aime connaître notre corps, c'est une source d'empowerment. Donc, s'approprier de son propre corps, ça, c'est quelque chose de puissant. Donc, il y a vraiment, une fois qu'on comprend la démarche, ben, et c'est très bien reçu par les sportives. Mhm. Donc, j'ai préconisé ça. Et je préconise aussi, et dès très jeune, leur apprendre les checklists, quels sont les éléments clés à suivre de leur cycle. Et ça marche très bien, même avec les jeunes. Trop bien. Je vais te poser une question que je ne pose pas d'habitude. Quelle est ta plus grande réussite Ouh. avec une athlète que tu as pu suivre? D'habitude, je pose la question inverse. Ben, je pense que il y en a plusieurs réussites. Il y a eu des athlètes pour lesquels on a pu identifier que la pilule n'était pas adaptée. Donc, on a préconisé des changements des pilules et ça a bien marché. Il y a des athlètes qu'on a préconisé, qu'on a identifié beaucoup de symptômes. On a préconisé d'avoir une consultation médicale. On a découvert des troubles du cycle importants. On a des athlètes aussi pour lesquels on a pu juste dire t'as rien à t'inquiéter par rapport à ton cycle. Ça y est, vas-y, c'est génial. Il y a des athlètes pour lesquels on a même suggéré une certaine manipulation des pilules pour tomber à la bonne date pendant les Jeux Olympiques. Comme quoi, c'est bien une forme de dopage. Bah non, je Je pense que plaisante. c'est trouver quelle est ta fenêtre optimale, assurer C'est cette comme fenêtre l'optimisation optimale. fiscale et... C'est ça? C'est, c'est vraiment C'est de la comment. sémantique. Non, je pense à vraiment trouver quelle est ta fenêtre optimale et tu fais en sorte D'être dedans, bien évidemment. d'être dedans. Et si, alors j'anticipe une question, et si on n'est pas dedans pendant la compétition, bon, je préconise d'adapter l'affûtage. Ok. OK? Donc, si on va tomber dans la fenêtre optimale, donc l'affûtage classique, si on sait qu'on va tomber dans une phase un peu plus compliquée pour la compétition, travailler l'affûtage. Donc, faire des tests pour voir ce qui marche vraiment. Éventuellement, faire un affûtage plus agressif où on diminue plus l'entraînement pour Mhm. avoir une meilleure récupération, peut-être une stratégie. Mais à tester, hein, parce Ah, qu'il n'y trop a bien. pas des recherches là-dessus pour l'instant. Mais en accompagnant certaines sportives, je préconiserais cela. Ok. Est-ce que tu as des livres à conseiller Des sur ce livres à sujet-là? conseiller, en ce moment, je suis en train de lire celui de Nikki Key, qui est une chercheuse sur les fluctuations hormonales des sportives que je préconise. C'est son dernier livre. Et ça, c'est vraiment intéressant pour essayer de comprendre l'impact des hormones sur Mhm. la performance des femmes et des hommes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi, pour une lecture peut-être plus facile, parce que c'est très scientifique ces bouquins, mais c'est Roi des Stacy Sims. Mhm. Ça, il y a des choses je ne suis pas complètement d'accord avec tout, parce qu'il y a beaucoup de recettes, il faut manger ceci, cela. Mais ça donne vraiment une vision globale de l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement. Et ça, c'est un bon départ, oui. Trop bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux sportives et entraîneurs de sportives qui nous écoutent? Oui, oui, pour les sportifs. Je me jette. Je prends de conseils. Non, pour les sportives, je recommande vraiment prêter attention à leur cycle. OK? Qu'ils soient sous pilule ou pas, si c'est sous pilule, phase que je prends la pilule, phase que je fais la pause, observe bien ta qualité de sommeil, tes symptômes et ta réponse à l'entraînement. Et celles qui ont un cycle menstruel, essaye vraiment de suivre comment tu te sens. Quand est-ce que tu te sens plus en forme? Quand est-ce que tu te sens plus fatigué? Quels sont vraiment les symptômes cycliques? Donc,
tous les mois, tu as ces symptômes. Et alors là, mets en place tout ce que tu peux. Va chercher des ressources. Ou alors, va me suivre sur mon compte Instagram pour voir des pistes là-dessus pour essayer d'atténuer ces symptômes. Parce qu'ils sont cycliques, il ne faut pas négliger l'impact cumulé de tous ces symptômes. Et pour les entraîneurs, vraiment, se former là-dessus parce qu'il peut être un game changer. Je pense que les femmes sont très, très réceptives aux entraîneurs qui sont en train d'accueillir toutes ces sensations. Elles se sentent vraiment accueillies. Donc, je pense que mon conseil, c'est de se former sur ces sujets, bien évidemment. Comment est-ce qu'un entraîneur peut se former là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il manque des formations, il manque d'informations, mais je pense qu'une personne curieuse va chercher des ressources, va lire des livres, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc, c'est pas parce qu'une personne a dit que c'est ça, ou même c'est pas parce que j'ai dit que c'est comme ça que ça sera comme ça. Donc, essayez de faire des tests aussi à l'entraînement, observer, tester, discuter avec les athlètes. C'est auto-former, c'est aussi une option. Je me permets de moi donner un conseil. Je crois que c'est la première fois que je fais ça dans l'émission. Alors, généralement, les athlètes ou les entraîneurs ont toujours un carnet d'entraînement. oui. Je conseille aux entraîneurs de pousser les athlètes à avoir leur propre carnet d'entraînement qui ne soit pas contrôlé par l'entraîneur et d'y associer toutes les sensations liées à l'entraînement. Alors, ça vaut aussi pour les athlètes masculins, hein, mais c'est utile pour les athlètes féminines qui peuvent justement... comme on disait, notifier et prendre en note toutes les perturbations qu'elles peuvent avoir ou les sensations de bonne forme ou de méforme. Et sur la répétition, sur les années, ça peut leur servir à justement mieux se connaître et mieux performer. Donc, ayez un carnet d'entraînement. C'est une excellente recommandation. J'aime l'idée du carnet, j'aime bien l'idée du carnet parce que passer par des applis, je pense qu'il y a des biais. Qui va dire, tu te sens comme ça, ou même par rapport aux cycles, il y a beaucoup d'applis qui disent, dans cette phase, tu te sens comme ça. Peut-être pas. Et peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas vraiment beaucoup de variations au cours des phases. Donc, pour mieux se connaître, et c'est vraiment très, très bien ces conseils de prendre note et surtout prendre au cours d'un certain temps pour vraiment... et voir les évolutions aussi, voir ce qui est cyclique et ce qui ne l'est pas. C'est pas parce que j'ai été fatiguée un jour de mon cycle que ça sera toujours. Donc ça, c'est un très bon conseil. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de l'invitation. Je pense qu'on a parlé beaucoup. Ouais. Et tant mieux, parce que je pense qu'il y a malheureusement encore beaucoup de tabous autour de l'entraînement féminin. Je pense que pour les hommes, c'est parfois perçu comme peut-être un problème. Pour les femmes, il est perçu parfois comme une source de discrimination. On a bataillé pour finalement être aux Jeux Olympiques à la même hauteur que les hommes, au moins au nombre de participantes. Merci. En termes de financement, c'est une autre histoire. Mais donc, parler de ces spécificités peut être des freins pour certaines personnes, mais à mon sens, c'est en maîtrisant mieux la physiologie féminine qu'on pourra aider les sportives à atteindre leurs objectifs. Génial. Juliana, merci. Merci à toi, Julien. J'espère que tu as appris autant de choses que moi sur cet épisode et on se retrouve très bientôt avec Juliana, probablement pour une formation. Alors ouais, je spoil, mais j'aimerais bien qu'elle intervienne dans une de nos formations qu'on va lancer en septembre. En attendant, reste informé, rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Tu peux liker cet épisode, ça nous aide beaucoup. Et en particulier, faire une chose qui va t'intéresser, c'est t'inscrire sur notre forum. On a lancé enfin un forum où tous les entraîneurs peuvent se connecter, discuter, sans aucun jugement, sans aucune chose néfaste. Vraiment, c'est du partage d'expérience et partage d'informations. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien sera en description. À très vite.